Bienvenue à la première capsule de révision pour notre examen final, donc l'examen 4. L'examen 4 qui est synthèse et qui va compter pour 35%. Alors, c'est important de bien se préparer pour cet examen-là. Je vous invite à prendre votre feuille, à ouvrir dans le fond la feuille de révision, de l'avoir pas loin. Alors, c'est la première capsule. Je vais seulement faire la partie 7, 8 et 9, donc la matière la plus récente avec vous. On va donc débuter par la partie 7, le système endocrinien. Les trois parties, 7, 8 et 9, vont compter pour approximativement 20% de l'examen final. Alors, c'est important de bien étudier, de faire les exercices aussi qui sont liés à ces parties-là. Je vais aussi vous inviter à revoir les situations cliniques qui portent sur le système endocrinien, donc Christine et son hyperthyroïdie et Maxime avec son entraînement et sa déshydratation. Donc, débutons avec notre partie 7, le système endocrinien. Ici, le début, on revoyait les systèmes. J'en profite quand même pour vous dire que ce sera sûrement une question à l'examen, être capable d'associer différents systèmes avec leurs fonctions, mais je vais y revenir dans la deuxième capsule. Donc, notre système endocrinien. Le système endocrinien, c'est le deuxième système de régulation de l'organisme. Il y en a deux. Le premier étant le système nerveux. Il va falloir que vous fassiez la distinction entre le système endocrinien et le système nerveux. Lequel est le plus rapide? Quelles molécules ils utilisent pour envoyer leur message? Donc, le système endocrinien véhicule ces messages avec des hormones qui s'en vont dans le sang. Et comme les hormones peuvent prendre du temps dans le sang à atteindre leurs organes cibles, bien, c'est un mode d'action qui est plus lent. Tandis que le système nerveux, lui, va agir avec des influx nerveux et son mode de régulation est donc plus rapide. Alors ça, c'est votre premier point le premier objectif de votre partie 7. C'est sûr que c'est quand même important de savoir le système endocrinien, qu'est-ce qui régule, même si je ne vous poserai pas des questions spécifiques de nommer des processus qui sont régulés par le système endocrinien. C'est quand même bon de le revoir et de l'avoir en tête. Alors, comment fonctionnent les hormones? C'est quoi une hormone? Et une hormone qui circule dans le sang va agir sur des organes cibles, des cellules cibles. Ça faisait partie des choses que vous aviez à écrire, entre autres dans vos fiches. Par exemple, l'insuline, il peut agir sur quelles cellules? Le glucagon, sur quelles cellules? La calcitonine, le PTH. Et les hormones, ils peuvent agir sur ces organes-là parce que ces cellules-là ont les récepteurs qui vont avec les hormones. Et les hormones, elles vont modifier le fonctionnement des cellules. C'est comme ça qu'on a une réaction face à la sécrétion des hormones. On avait déjà dit que vous n'aviez pas à apprendre ces figures-là. C'est juste qu'on voit dans le fond les hormones qui rentrent ou qui se collent au récepteur à l'extérieur, puis qui vont avoir leur effet sur la cellule à ce moment-là. Vous pouvez aller revoir les animations si vous voulez, refaire vos questions, de vérifier vos acquis. Maintenant, alors, comment
qu'est-ce qui stimule, dans le fond, la libération de nos hormones? Ça, on s'en va, ça c'est votre point 7. Définir le terme stimulus et comprendre les 3 types de stimulation. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir au moins 1 ou 2 questions là-dessus. Il faut que vous distinguiez c'est quoi un stimulus hormonal, humoral versus nerveux. Et encore une fois, ce ne sera pas de le définir, mais vous allez avoir des situations, des exemples et vous allez devoir dire « Ah, ben ça, oui, ça c'est une stimulation humorale qu'on voit dans l'exemple suivant. » Alors, dès qu'on parle de la libération d'une hormone qui stimule une autre glande à faire une hormone, ben c'est un stimulus hormonal. Notre glande thyroïde, tu sais, ici, normalement, on verrait qu'il y a une libération de TSH qui va arriver à ma glande thyroïde, puis ma thyroïde, ça va lui permettre, ça va lui dire que c'est le temps de sécréter sa T3, T4. Par exemple, ici, ben, ça serait la FSH et la LH vont être libérés par l'adénohypophyse et vont permettre la stimulation des testicules et des ovaires qui, eux, vont sécréter des estrogènes, de la progestérone, de la testostérone aussi. Quand on arrive avec notre stimulus humoral, ben, c'est n'importe quelle substance qui est dans le sang. Ici, on a le calcium. On a vu aussi avec le pancréas, ben, ça pourrait être le glucose, donc la glycémie, qui pourrait avoir d'autres exemples comme ça. Et quand on parle d'un stimulus nerveux, ça nous prend vraiment, il faut que je vous dise qu'il y a un influx nerveux, il y a une stimulation du système nerveux autonome. Il faut vraiment que ça soit dit qu'il y a un influx nerveux. Le meilleur exemple, c'est la libération d'adrénaline et de noradrénaline par la glande surrénale et plus particulièrement son centre, donc la médulla surrénale. Il y avait une question là-dessus ici. Et là, c'est certain que vous allez devoir apprendre cette jolie figure. C'est sûr, à l'examen, vous avez une figure semblable et je vous demande d'identifier toutes les glandes. Excusez-moi. Alors, pancréas et faites attention aussi à votre orthographe. Surrénal, il y a un N, 2 R. Alors, c'est sûr que ça va être bon d'apprendre le vocabulaire. Je vais insister ici sur hypothalamus et hypophyse. Il faut vraiment bien que vous sachiez les pointer dans l'encéphale. Tantôt, je vais vous les remontrer parce que je vais vouloir vraiment que l'hypophyse, que vous identifiez l'adéno-hypophyse versus la neuro-hypophyse. Okay, il va falloir que vous distinguiez les deux. Je vous le remonte un petit peu plus loin. C'est quoi une glande endocrine? C'est quoi une glande exocrine? On est au point 5 de votre partie 7 sur votre feuille. Alors, c'est peut-être plus de reconnaître c'est quoi une glande exocrine, c'est quoi une glande endocrine dans les glandes qui sont ici. Est-ce qu'il y en a qui sont mixtes? C'est-à-dire qui sont endocrines et exocrines. Vous avez les principales glandes ici dans les tableaux avec leurs sécrétions. C'est-à-dire que je vais vous demander de savoir par cœur ce qui se passe, dans le fond, les sécrétions de la glande thyroïde, T3, T4, calcitonin, c'est quoi leur fonction? Ça, je vais vous demander de les savoir par cœur. Glande parathyroïde avec la PTH, même chose. Et je vais aussi vous... je vais aller voir un peu plus loin. Pancréas, ça, c'est sûr et certain,
insuline, glucagon, c'est quoi leur fonction? Alors ça va être vraiment important de les connaître par cœur. Toujours notre même image. Hypothalamus, hypophyse. On l'a dit, l'hypothalamus, je vais prendre cette figure-ci. Alors, on est dans l'encéphale, hein, on est dans le cerveau. L'hypothalamus, c'est la partie au-dessus de mon hypophyse. Et mon hypophyse, elle est séparée en deux parties. La partie qui est devant, donc sur notre figure précédente, c'est vraiment la partie qui est devant. Ça, c'est mon adénohypophyse. La partie qui est située derrière, c'est ma neurohypophyse. Mon adénohypophyse, très important. L'adénohypophyse, elle est stimulée par des hormones qui viennent de l'hypothalamus. Beaucoup d'hormones sont sécrétées par l'adénohypophyse en réaction à ce que l'hypothalamus, en haut, va lui envoyer comme hormone. L'hypothalamus fabrique aussi, c'est pour ça qu'on a ici le mot neurosécrétrice, c'est l'hypothalamus, il sécrète deux hormones. Ces hormones-là coulent dans la neurohypophyse qui les entrepose et qui, ensuite, selon les stimuli, va les sécréter dans le sang. On parle de l'ocytocine et de l'ADH. Alors, l'ADH, ocytocine, fabriquée par l'hypothalamus, mais entreposée par la neurohypophyse. Alors, il y a des distinctions. Qu'est-ce qui est important pour l'examen? C'est vraiment de comprendre que l'hypothalamus, c'est lui qui gère l'hypophyse qui est en dessous. Soit parce qu'il sécrète lui-même les hormones de la neurohypophyse et l'hypothalamus va envoyer un signal nerveux à la neurohypophyse quand elle va vouloir que la neuro envoie l'ADH, donc pour retenir l'eau au niveau des reins, ou l'ocytocine quand ça va être le temps de l'accouchement ou de l'allaitement. Ça veut dire que l'hypothalamus, là, c'est lui le vrai boss. C'est lui, en plus, qui gère les sécrétions de l'adénohypophyse. L'hypothalamus, avec des hormones de libération, va dire à l'adénohypophyse quand c'est le temps de faire sa GH, sa prolactine, son FSH, LH, TSH. OK, vous l'avez vu, ça prend de la TRH de l'hypothalamus pour dire à l'adénohypophyse, c'est le temps de sécréter de la TSH pour aller dire à ma glande thyroïde de faire sa T3 et sa T4. Alors ça, c'est primordial de comprendre cette mécanique-là. Ce que je vais vous demander, je vous l'ai déjà dit, ça, c'est à apprendre par cœur. La PTH aussi, la calcitonine en provenance de la thyroïde, tout ce qui est pancréas, mais j'aimerais aussi que vous en appreniez deux là-dedans. Okay? Que vous soyez capable de me donner deux exemples d'hormones provenant de l'adénohypophyse, puis leur influence dans le corps. Ça, c'est sûr qu'il va y avoir une question d'examen là-dessus. Je vous invite à refaire ces petites questions-là. Alors, on l'a déjà dit, glande thyroïde à apprendre par cœur, quelles hormones sont sécrétées, leur impact dans le corps. On le sait, T3, T4, ça régit la vitesse de la respiration cellulaire, donc la consommation de glucose pour pouvoir produire de l'ATP. Et presque toutes les cellules du corps sont sensibles à la T3, T4 et vont donc être des cellules cibles pour la T3 et la T4. La calcitonine, qu'est-ce qu'elle fait?
elle permet d'abaisser le taux de calcium, quand il y en a beaucoup, pour pouvoir l'entreposer dans les os. Alors, c'est un lien avec notre système osseux, notre système squelettique. Puis, juste avant, qu'on passe aux glandes parathyroïdes, révisez votre situation de clinique sur la thyroïde avec l'hyperthyroïdie de Christine. OK? Il va peut-être avoir des questions que je vais aller rechercher dans cette situation clinique-là. Les glandes parathyroïdes, important, c'est eux autres qui font la parathormone, la PTH, et ça fait l'effet contraire de la calcitonine. Quand tu as besoin de calcium, on va aller le chercher dans les os grâce à notre parathormone et on va le libérer dans le sang, ce calcium-là. C'est un visuel de la PTH et de la calcitonine. Autre élément important, ce qui se passe au niveau du pancréas, donc les deux hormones qui sont sécrétées, c'est quoi leur impact sur la glycémie? Okay? Si j'ai besoin, cette figure-là, elle est importante, elle va aussi avec le métabolisme. Qu'est-ce qui arrive si ta glycémie diminue? Qu'est-ce qui arrive si ta glycémie augmente? On l'avait déjà vu, l'effet que ça a au niveau du foie. Mais là, cette fois-ci, on intègre en plus les sécrétions du pancréas, donc l'insuline, glucagon, c'est à revoir. Vous pouvez aller aussi revoir votre régulation de la glycémie. Et c'est de faire aussi le lien avec le diabète. Il faut absolument que vous sachiez distinguer c'est quoi le diabète de type 1 versus le type 2. Alors ici, on parle du diabète en général, du fait que si ton glucose ne peut pas entrer dans les cellules, tu vas être obligé d'aller dégrader des graisses pour pouvoir réussir à faire ton ATP parce que tu n'as pas de glucose pour le faire. Et il y a un risque d'acidocétose si tu dégrades beaucoup de graisse pour faire ton ATP. OK, ça c'est ma distinction entre diabète type 1 et diabète type 2. Et bien sûr, 3 signes majeurs, polyurie, polydipsie, polyphagie. C'est bien de connaître vos 3 signes et de savoir expliquer. Si vous me dites, oui, il va y avoir de la polyurie, oui, c'est une émission abondante d'urine, diluée. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Qu'est-ce qui cause cette polyurie-là? C'est le fait qu'il y a beaucoup de glucose qui passe dans le filtrat et qui entraîne de l'eau avec lui, ce qui forme une urine diluée. Même chose, savoir expliquer la polydipsie et la polyphagie. Et c'est ce qui met fin à la révision sur le système endocrinien. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de questions à l'examen là-dessus. On va maintenant passer à la partie 8, au système urinaire. Alors, système urinaire. Tous les rôles que le système urinaire accomplit. Alors, le point numéro 4, ça va avec les premières diapos. C'est sur la composition, ça maintient la composition de tous les liquides, dont du sang. Ça intervient dans la pression artérielle. Ça permet d'éliminer des déchets en excès, les déchets azotés, entre autres. Ça contrôle le volume, la quantité d'eau, les électrolytes qu'il y a dans le sang. Alors, tous ces rôles-là sont importants. Il y a bien sûr notre système rénine-angiotensine qui nous permet de réguler notre pression artérielle. Il y a une hormone qui stimule la formation des globules rouges qui provient des reins.
Et il y a une transformation de la vitamine D qui se fait au niveau des cellules rénales. Vous pouvez aller revoir les animations aussi. Alors, figure à connaître, dans le sens où vous connaissiez les reins, les glandes surrénales, les vaisseaux qui sont connectés aux reins, les deux uretères qui vont permettre d'amener l'urine à la vessie ici, à la vessie ici, et l'urètre qui va permettre de l'écoulement de l'urine à l'extérieur. La figure du rein. Je ne vous mettrai pas ça à l'examen, puis pointez-moi les structures. Par contre, il faut connaître le chemin d'une molécule dans le sang, puis après ça dans le néphron, puis en dehors du rein. Fait que c'est dans ce sens-là qu'il faut que vous connaissiez les structures. Okay, par exemple, si c'est de l'urine, ben, quand on sort du néphron, on rentre dans un calice mineur, un calice majeur ensuite. Après ça, on est dirigé dans le pelvis rénal pour rentrer dans l'urtère. Et j'en profite parce que j'ai cette figure-là. Vous avez aussi le chemin dans le sang des molécules qui rentrent dans les reins. L'aorte, l'artère rénale, on avait dit qu'on sautait ces structures-là. Et juste avant de rentrer dans le néphron, ben, on rentre par l'artériole afférente. On rentre ensuite dans le glomérule. Si on demeure dans le sang et qu'on n'entre pas dans le néphron, on va ensuite passer dans l'artériole efférente, capillaire péritubulaire. On saute ces vaisseaux-là et on arrive dans la veine cave inférieure. Et là, ça fera un beau lien avec le système cardiovasculaire. S'il faut remonter au niveau du cœur, passer dans le cœur pour ensuite revenir, mettons, dans l'aorte. Je vous dis ça pour que vous révisiez vos chemins dans le système cardiovasculaire. Petite question. Les néphrons. Les néphrons, c'est sûr que je vous demande de connaître l'anatomie. Encore une fois, pas parce que je vais vous mettre un néphron puis que je vais vous demander de pointer les structures, c'est dans le sens où est-ce que je vais vous demander de faire le cheminement d'une molécule là-dedans. Alors, il faut savoir quelle partie vient avant quelle autre et les vaisseaux sanguins aussi, bien sûr. Alors, on a notre capsule glomérulaire avec à l'intérieur là, nos glomérules qu'on voit ici. Alors, si une substance arrive de l'aorte, l'artère rénale, et rentre dans l'artériole afférente ici, oui, ça va aller mieux. L'artériole afférente rentre au niveau des glomérules. Si elle demeure dans le sang, comme un globule rouge par exemple, qui n'est pas supposé de traverser, bien, ça va ressortir par l'artériole efférente. Ça va continuer son chemin capillaire péritubulaire et ça va finir par arriver dans une veine et ressortir par la veine rénale. Si c'est une substance qui entre dans la capsule glomérulaire, hein, elle va rentrer ici et elle va se retrouver dans ma capsule glomérulaire, puis elle va rentrer, elle va progresser dans le néphron. Je vais aller chercher cette figure-là. Donc, tubule contourné proximal, le TCP, l'anse du néphron, le TCD, tubule rénal collecteur, et ensuite, calice majeur, mineur, pelvis rénal, uretère, vessie et urètre. Ici, pour cette partie-là, bien ça, c'est juste l'anatomie. Je vais revenir plus loin. Alors, faites le trajet d'un globule rouge qui arrive au rein. Bonne idée de réviser ça. Faites le trajet d'une molécule de Na+, qui arrive au rein, puis elle va entrer pour ensuite être excrétée dans l'urine. Bonne idée de refaire ce trajet-là. Et maintenant, la formation de l'urine. Alors, filtration, réabsorption, sécrétion. C'est quoi la filtration? C'est quoi la réabsorption et c'est quoi la sécrétion? À revoir. Filtration. Qu'est-ce qui passe dans ma capsule glomérulaire? C'est
tout ce qui est dans le plasma, mais pas de grosses protéines. Des petits acides aminés, oui, mais rien de gros. Alors ça ici, là, c'est important à revoir. Qu'est-ce qui est supposé rentrer? Qu'est-ce qui n'est pas supposé rentrer? Après ça, on fait le tri. On va réabsorber et sécréter. Je filtre. J'ai du filtrat. Ensuite, je retravaille mon filtrat. Je réabsorbe dans le sang. Je sécrète du sang vers le tubule. Qu'est-ce que je peux réabsorber comme substance? Des acides aminés, du glucose, des H+, des K+, plein de substances qu'on peut voir ici. Vous pouvez en apprendre quelques-unes. Hein, on les voit ici. NaCl, même l'urée un peu vers la fin, beaucoup d'eau. Qu'est-ce qu'on sécrète? Je peux sécréter des H+, si je trouve mon sang trop acide. Ça va me permettre de réguler mon équilibre acido-basique. Je peux sécréter des K+. Je peux même sécréter certains médicaments si ils se trouvent encore dans le sang et ne sont pas passés dans mon néphron. Ça, c'est les déchets azotés que je pourrais retrouver dans mon urine. Petite question à refaire, si vous voulez. Et finalement, qu'est-ce que je retrouve dans mon urine? Là, on l'a vu, les chiffres ne sont pas importants. Vous n'avez pas à apprendre ces chiffres-là, mais juste constater qu'on réabsorbe énormément de liquide. Je ne reviendrai pas non plus sur la couleur dans l'examen, mais il faut savoir que c'est ça. Jaune pâle, hein, c'est une urine qui est diluée, donc qui contient beaucoup d'eau. Plus elle est foncée, plus elle est concentrée. Je ne reviendrai pas non plus là-dessus. Ça, caractéristique de l'urine, ben c'est bien. Hein? On voit qu'est-ce qu'on retrouve normalement dans l'urine. Et il y a bien sûr les constituants anormaux. Si je vous dis qu'il y a des grosses protéines, c'est pas normal. Si je vous dis qu'il y a des globules rouges, c'est pas normal non plus. Alors ça va être à savoir en gros. Uretère, vessie et urètre, leur positionnement général. Donc, on voit les deux uretères qui se connectent à ma vessie et ensuite l'urètre qui est branché sur ma vessie. Il y a des sphincters. Je sais qu'elle est extensible, ma vessie. Elle est plus courte chez la femme, plus longue chez l'homme, ce qui fait que il y a plus d'infections urinaires chez les femmes dû à la longueur de l'urètre. On avait vu que l'urètre de l'homme passe à travers la prostate, mais j'insiste pas là-dessus. Puis la miction non plus, à part savoir c'est quoi la miction, qu'il y a une partie involontaire, une partie volontaire, ça va. Équilibre hydrique, électrolytique et acido-basique, encore une fois, c'est de façon générale qu'il faut comprendre comment ça influence la composition du sang. On l'a vu, tu peux réabsorber plus d'eau, plus de K+, des H+. Alors, c'est sûr que c'est comme ça qu'on joue sur la composition du sang. C'est pour ça l'équilibre hydrique, électrolytique puis acido-basique, hein, je peux sécréter des H+, je peux en réabsorber aussi. Fait que c'est sûr que je peux jouer sur mon pH sanguin comme ça. Ça ne sera pas à l'examen, vous n'avez pas à apprendre les compartiments hydriques de l'organisme. Et ça non plus, j'y reviendrai pas là, clairement comme ça à l'examen. C'est vraiment plus une compréhension générale. Ce mécanisme-là, je veux que vous le sachiez. Je veux que vous sachiez que le changement de concentration de soluté dans le plasma sanguin, il est perçu par l'hypothalamus qui peut déclencher un sentiment de soif qui va nous permettre d'ingérer de l'eau et de rééquilibrer
dans le fond, notre concentration de soluté versus eau. Alors ça, c'est sûr, c'est à savoir. Et ça, je vais poser plusieurs questions là-dessus. L'ADH, l'aldostérone avec le système rénine-angiotensine, ça, c'est sûr et certain. Plusieurs questions porteront là-dessus. Vous devez bien comprendre. Et encore une fois, je vous invite à aller revoir Situation clinique avec Maxime. Il y a des questions qui portent sur l'ADH et l'aldostérone. Alors, cette figure-là, hein, tout ça ici, important, ça aussi, important. J'en profite pour dire que ici, là, les osmorécepteurs de l'hypothalamus, vous pouvez vous inscrire. Oui, la pression artérielle, la diminution de la pression artérielle et du volume sanguin va avoir une influence là-dessus. Très important aussi, c'est des osmorécepteurs. Fait qu'eux autres aussi, là, quand il y a une augmentation de la concentration des solutés, comme pour déclencher la soif, ça va ensemble. S'il y a un déclenchement de la soif, ça aussi, OK? Ça aussi, tout ça, c'est activé. Alors, ça, c'est important. Comme je vous disais, ben, il y a un lien avec la pression artérielle. Si je vous dis qu'il y a quelqu'un que sa pression artérielle diminue, ben, hein, il va faire... C'est sûr que ses reins vont sécréter de la rénine. Ça va permettre la transformation de l'angiotensine 1 en angiotensine 2, qui va ensuite affecter les glandes surrénales et qui va créer une vasoconstriction au niveau des artérioles. Et là, mes glandes surrénales vont sécréter de l'aldostérone, qui, elle, va agir au niveau des tubules pour permettre de réabsorber plus de Na, plus d'eau. Donc, une urine plus concentrée va être produite parce que je retiens de l'eau. Ça augmente mon volume sanguin, ça augmente ma pression artérielle. Et même chose avec mon ADH, qui va permettre à mes tubules de retenir plus d'eau. Donc, s'il y a beaucoup d'ADH, il y a moins d'urine et elle est concentrée, l'urine qui est produite. Alors, n'hésitez pas, s'il y a des choses là-dedans que vous ne comprenez pas bien, c'est très important d'éclaircir tout ça. Petite question. Pour l'équilibre acido-basique, encore une fois, compréhension générale, notre métabolisme, il produit des acides. Alors, c'est normal que notre pH sanguin varie, sauf que nos reins sont là pour moduler, donc ramener à la normale notre pH sanguin. On l'a vu, on peut sécréter des H+ dans l'urine si on trouve que notre sang est trop acide. OK, ça c'est très général, encore une fois. Et c'est ce qui termine notre révision de la partie 8 sur le système urinaire. Il nous reste notre dernier petit système, partie 9. Alors, partie 9, il n'y aura vraiment pas beaucoup de questions. Il va y avoir à peu près 2 points sur 35 consacrés au système squelettique et musculaire. Globalement, hein, on a des articulations, cartilage, il y a des ligaments. À quoi ils servent nos os? Ça, vous pouvez le revoir. Stockage des minéraux, ça nous permet de former nos cellules sanguines. Alors, c'est qui? Ben, les cellules sanguines, hein, c'est érythrocytes, globules rouges, leucocytes, globules blancs et plaquettes. Et tout ça est formé au niveau de la moelle osseuse rouge. 2 sortes de tissus osseux. Il y a toutes sortes d'os. Je ne vous demanderai pas de les positionner non plus. Il y a de la moelle osseuse jaune
normalement au centre des os longs. C'est une réserve de lipides. Sinon, tout le reste autour sert à faire des réserves de calcium et de phosphore. Il y a des petits vaisseaux sanguins qui passent à travers. Et j'ai validé, il y a vraiment des nerfs aussi qui passent au même endroit. Le tissu osseux, il est actif, dynamique, hein? Il change selon les tractions que subissent les os, la gravité, les chocs, et ils vont permettre de maintenir notre taux de calcium à un niveau normal. Et ça, c'est un petit rappel d'un système endocrinien. Calcitonine, PTH, comment ils font augmenter et diminuer notre calcium. Ils vont affecter les os, libérer ou emmagasiner du calcium. Et le calcium, il est essentiel. Pourquoi? C'est sûr pour former les os, les dents, libérer les neurotransmetteurs au niveau de l'encéphale et permettre les contractions musculaires. Alors ça, à retenir. Il n'y aura pas d'image de squelette, je n'y reviendrai pas non plus. Pour les articulations, alors savoir distinguer un ligament versus un tendon, connaître articulation cartilagineuse, ben, un exemple, ça pourrait être ça. Une articulation fibreuse, ça pourrait être au niveau du crâne. Puis une articulation synoviale, bien, ça peut être une épaule, un coude, un poignet, un genou. Alors tout ça, ce sont des exemples d'articulation synoviale. Pas besoin d'apprendre cette figure-là. Et ça nous permet de passer à notre système musculaire. Encore une fois, on va y aller vite. Voici toutes les fonctions du système musculaire. Dégagement de chaleur, tout ce qui est sphincter, dilatation de pupille, etc., maintien de posture, stabilise les articulations. Connaître vos 3 catégories de muscles et où peut-on trouver ces muscles-là. Donc, des exemples pour les muscles lisses. Le muscle cardiaque, il y a uniquement le cœur qui a ça. Les muscles squelettiques, c'est tous ceux qui permettent les mouvements volontaires qui sont attachés au squelette. Alors, savoir les distinguer. Une contraction musculaire, c'est de l'actine, la myosine qui glisse. Ça prend du calcium pour faire ça et de l'ATP. Un muscle qui se contracte, je vais revenir ici. Un muscle qui se contracte, c'est un muscle qui raccourcit. C'est ça une contraction musculaire. Et savoir connaître le nom des 3 muscles dans lesquels on peut faire des injections. Et c'est ce qui termine notre révision de partie 7, 8 et 9. Gênez-vous pas si vous avez des questions. On termine la capsule ici et je vais en faire une autre pour tout ce qui est synthèse, alors partie 1 à 6. Bonne préparation!